Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Avec l'assurance maladie, l'URPS Médecins libéraux des Hauts-de-France, le santé numérique, la police nationale et l'ARS, on est heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre d'un webinaire sur la sensibilisation à la cybersécurité. Et on remerciera aussi les participants qui verront aussi en replay ce webinaire. Alors, dans le cadre de notre activité, on utilise tous plus ou moins des outils numériques et même en général plutôt de plus en plus, qui peuvent être la porte d'entrée de cyberattaques diverses et variées. Lors de ce webinaire, nous allons vous proposer de faire le point et de vous donner les bonnes pratiques et les pièges à éviter pour vous faire, comme on dit, hacker. Là, pour ce faire, ce webinaire est organisé à l'initiative de l'URPS, participe l'assurance maladie, comme je vous l'ai dit, le grade santé et numérique, et avec le soutien de l'ARS, et nous aurons une participation aussi des forces de l'ordre. Je vais donc ce soir pouvoir donner la parole à de multiples intervenants d'origines diverses et variées qui vont particulièrement enrichir ce webinaire et on peut d'ores et déjà les remercier. Alors, Madame Dubreuil, qui est notre nouvelle directrice d'assurance maladie de la Somme et qui intervient ce soir en tant que responsable du développement du numérique au niveau régional. On remerciera aussi avec l'assurance maladie Monsieur Ruzé, un de ses collaborateurs sur ce type de dossier. Pour ce qui est de l'ARS, il a réussi à se connecter. Oui, je le vois. Nous aurons aussi Monsieur Pierre-Olivier Tyran. Pour ce qui est le CERT Santé ANS, nous aurons la participation de Monsieur Emmanuel Soyer. Le grade, partie technologique et informatique, et qui travaille régulièrement avec nous, Cédric Boucher, Claire Grenier, voilà Claire, et enfin Monsieur Alix Michaud. Je vous ai dit que nous aurions aussi la participation de la police avec le brigadier Géry, donc ne faites pas de bêtises ce soir. Merci. Et pour l'URPS, nous avons évidemment nos fidèles collaboratrices et organisatrices de ce type de webinaire, Manon Bernier et Stéphanie Cuissette, qu'on n'a plus besoin de présenter désormais. Et donc, je vous laisse commencer ce webinaire. On va laisser la parole à Madame Dubreuil dans un premier temps et après on poursuivra avec l'ordre du jour de cette réunion. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour cette initiative effectivement de l'URPS que je trouve extrêmement intéressante. À ma connaissance, c'est la première initiative dans le domaine. L'idée étant évidemment de se sensibiliser, de vous sensibiliser sur le risque qu'on encourt avec l'usage des outils et du numérique d'une manière générale. Alors, si l'assurance maladie s'est engagée auprès de l'URPS dans l'initiative, c'est parce qu'on promeut, vous le savez, l'usage d'outils qui contribuent évidemment au développement du numérique dans le domaine de la santé, parce qu'on croit évidemment au fait que ça permet de mieux accéder aux soins et faciliter l'exercice aussi professionnel. On le fait de longue date, notamment en vous accompagnant, vous les médecins, évidemment dans l'usage des outils qu'on développe, nous, Assurance Maladie. Je pense par exemple à Amélie Pro. Vous savez qu'on a développé des expertises, des compétences dans nos caisses. Je pense aux délégués numériques en santé qui sont les ambassadeurs des outils et j'espère des collaborateurs qui, auprès de vous, vous facilitent évidemment l'accès et l'usage de ces outils. Et si on est effectivement présent auprès de l'URPS dans cette initiative, c'est parce qu'on sait que en faisant la promotion de ces outils, et c'est valable aussi dans notre vie en tant qu'usager de tout type de services passant par le numérique, en fait, on encourt des nouveaux risques autour évidemment de ce qu'on appelle la cybersécurité. Et c'est le pendant, et ce sur quoi nous, on a évidemment tout intérêt à vous accompagner dans des initiatives de ce type. Donc, voilà, je veux pas être plus long parce qu'il y a un contenu riche et plusieurs intervenants et je les écouterai avec beaucoup d'intérêt parce que toujours utile pour chacun d'entre nous de se resensibiliser sur ces sujets importants.
Merci Madame Dubreuil. Monsieur Soyer, est-ce que vous souhaitez aussi introduire la réunion? Alors, Emmanuel Soyer de l'Agence du numérique en santé, CERT Santé, CERT pour Computer Emergency Response Team. Donc, on intervient sur le territoire national auprès des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux principalement, pour aider à répondre à cette menace de cybersécurité qui est d'année en année toujours plus complexe, avec des scénarios d'attaque toujours aussi plus expérimentés, des attaquants plus expérimentés, et donc on a besoin d'accompagner, de sensibiliser et de mettre l'accent aussi, bien sûr, sur les bonnes pratiques pour pouvoir répondre à cette menace. Donc j'interviendrai bien sûr pour faire un état de la menace, des incidents qu'on rencontre au CERT Santé, et puis aussi des actions que l'on porte au niveau national pour accompagner nos bénéficiaires. Merci Monsieur Soyer, et on va finir par Monsieur Tirand de l'ARS. Bonjour à tous, donc Pierre-Olivier Tirand, Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Donc je suis référent cybersécurité au sein de l'ARS, et donc effectivement je vais appuyer ce que mes collègues ont pu dire. Hein. Je pense que c'est un enjeu qui est très important pour la cybersécurité, donc pour tout type de structure de santé, en particulier avec le contexte actuel géopolitique et tendu propice aux cyberattaques, sans compter les enjeux particuliers qui viennent en 2024 liés à la sécurisation, notamment aux Jeux Olympiques de Paris, qui seront également une période très propice aux cyberattaques. Donc avec tout un panel de menaces qui peuvent exister, allant du rançon logiciel, de l'attaque du phishing, d'arnaque au président, des attaques par ingénierie sociale, voilà, donc qui touchent le secteur de la santé. Donc c'est rappeler ça, et c'est également rappeler que voilà, l'ARS est particulièrement mobilisée dans ce cadre, et que notamment dans le cadre de la prévention à cette menace, on a financé la mise en place d'une plateforme de sensibilisation du coup au risque cyber et aux tests de phishing, qui est actuellement déployée sur le territoire régional par le GIP Santé Numérique. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce webinaire. Merci Monsieur Tirand. Donc du coup, on va poursuivre avec la présentation. Hop. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est dans un premier temps donc aborder avec vous le panorama du risque cyber, puis de revenir sur la campagne de phishing que vous avez dû recevoir en début novembre. Ensuite, d'aborder les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique. Ensuite, les bonnes réactions en cas d'attaque et les ressources disponibles. Et nous aurons aussi entre-temps quelques questions à vous poser. Enfin, quelques petites informations concernant ce webinaire. Donc, toute la présentation est enregistrée. Un lien vous sera adressé à la fin de la formation, donc vous permettant de visualiser en fait de nouveau ce webinaire. Pour interagir avec nous, en fait, vous avez tout en bas à droite le chat. Donc, pour voir si vous avez bien vu que vous pouvez interagir avec nous, on vous propose de nous dire bonjour au travers du chat. Et donc, écoutez, bonne formation. On commence du coup avec le grade santé numérique sur le panorama du risque cyber. Cédric, c'est à toi. Donc bonsoir à tous, merci d'être présent ce jour pour ce sujet qui est la cybersécurité. Et afin d'introduire les propos à venir de Monsieur Soyer du CERT Santé, on trouvait intéressant de rappeler quelques définitions en lien avec cette thématique. Donc tout d'abord, quelle serait la définition de la cybercriminalité? Aujourd'hui, donc la cybercriminalité est un terme général décrivant toute activité criminelle menée à l'aide d'outils numériques. Elle recouvre un large éventail d'activités illégales, donc commises par des cybercriminels, comme le piratage, le phishing, l'usurpation d'identité, des ransomware, qu'on appelle également rançon logiciel en français, et bien d'autres techniques d'attaque. Ce qui est important de rappeler, c'est que la cybercriminalité en fait, n'a pas de frontières physiques. Elle prend de nombreuses formes et elle évolue en permanence. Et à cela, en guise de définition de cybersécurité, donc qui serait le moyen pour pouvoir lutter contre cela. Donc la cybersécurité, c'est quoi? Ça consiste donc à protéger tous les outils numériques, donc les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux, et donner contre des attaques malveillantes.
On l'appelle également tout simplement sécurité informatique ou sécurité des systèmes d'information. On la divise en plusieurs catégories. Vous avez la sécurité des réseaux, la sécurité des applications, la sécurité des informations, la sécurité opérationnelle, la reprise après sinistre ou continuité d'activité d'opération et la formation des utilisateurs. Concrètement, la cybersécurité, c'est la mise en œuvre d'un ensemble de techniques et de solutions de sécurité pour protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations. Donc, pourquoi ce sujet? C'est qu'aujourd'hui, on constate, face à la numérisation de tous les secteurs d'activité et donc de nos usages au quotidien de l'outil informatique, on a un risque accru donc de cyberattaque. On le voit aujourd'hui, l'outil informatique est devenu un service socle dans nos usages, qu'ils soient personnels et professionnels. Donc, on a de multiples tentatives d'attaque cyber, et d'autant plus suite à la crise Covid, où là, pour le coup, on a une grosse accélération d'attaques cyber, surtout visant les acteurs de la santé. Donc, en fait, vous devenez des cibles attractives, étant donné que vous détenez une chose, ce qui sont les données de santé et qui ont une très grande valeur sur le dark web. Voilà pour moi. Je peux laisser la place à Monsieur Solier qui va pouvoir vous présenter le CERT Santé et l'ANS. Alors, les principales missions du CERT Santé, c'est bien sûr traiter les déclarations d'incidents de sécurité qui nous ont faites au travers du portail de signalement des événements sanitaires indésirables, dans lequel il y a une section spécifique cybersécurité. Nous intervenons en fait pour aider la victime, le déclarant, dans la qualification de son incident, bien sûr de la qualification technique. Ensuite, nous l'aidons à confiner son incident, c'est-à-dire que nous l'aidons à stopper la propagation de l'activité malveillante au sein de son système d'information pour isoler ce qui n'est pas encore compromis. Ensuite, la troisième étape, c'est d'investiguer, de rechercher l'origine de l'attaque, l'origine de l'activité malveillante pour ensuite pouvoir proposer des mesures de remédiation adaptées afin que le système d'information qui a fait l'objet de cette attaque puisse être bien résilient, sécurisé, protégé contre l'attaque auquel elle a été victime, mais aussi toutes les autres types d'attaques, les attaques les plus importantes qu'on peut trouver, j'y reviendrai dans le slide d'après, et donc de pouvoir aussi l'accompagner, l'aider pour améliorer la sécurité de son système d'information. Nous intervenons à distance, et il y a aussi une intervention H24, 7 jours sur 7, en particulier sur ces deux premières étapes, la qualification et la mise en sécurité du système d'information, en tout cas la partie qui n'a pas été compromise. La deuxième partie de nos missions est bien sûr se faire de la veille, avoir une connaissance fine de la menace, des scénarios, des types d'attaques, de ce que ces attaques vont viser en termes de logiciels, de matériel, en particulier ce qui est exposé sur Internet, puisque comme ce qui a été dit, il y a une augmentation, on dirait, de surface de l'attaque, puisqu'il y a une augmentation des échanges entre les différentes structures, entre l'hôpital et la ville, ce qui expose plus, bien sûr, ce qui est les systèmes d'information, les structures, à des attaques qui viennent de l'Internet. Nous faisons de la veille sur les campagnes d'exploitation, sur les fuites de données. Donc, on va rechercher aussi des ventes de données ou d'identifiants qui peuvent se trouver sur le dark web ou tout autre forum utilisé pour des activités malveillantes. Le portail Cyberveille Santé est un des outils que l'on fait pour informer nos bénéficiaires. Les deux autres activités, il y a une activité d'animation de communauté de RSSI, d'établissements de santé autour de la menace spécifique au secteur santé, des bonnes pratiques. Et puis, nous réalisons aussi des audits de l'exposition sur Internet pour aider les structures de santé, les établissements et services médico-sociaux à améliorer leur protection vis-à-vis de l'Internet. Les principales menaces, donc on a à gauche le slide, à gauche un graphe qui présente les principales menaces 2022-2023. On est toujours sur des mêmes typologies de menaces. Ce sont les principales, hein, c'est la messagerie, l'utilisation de la messagerie comme vecteur
d'attaque, donc des techniques de hameçonnage, donc des tentatives pour récupérer donc, des mots de passe. On a aussi bien sûr tous les messages avec des liens qui renvoient vers un site web malveillant sur lequel on va aussi vous demander votre mot de passe. En termes de compromission, on a aussi tous les équipements qui sont exposés sur Internet, équipements logiciels qui peuvent être vulnérables, pour lesquels le correctif n'a pas encore été déployé. Et donc on a des campagnes, on a des attaquants qui vont eh bien, tenter d'exploiter ces vulnérabilités pour récupérer aussi des mots de passe. Et puis on a bien sûr la technique aussi classique de brute force, c'est-à-dire tester un grand nombre de mots de passe pour récupérer l'accès. C'est vraiment ça, la principale menace, c'est récupérer des comptes d'accès, parce que souvent, on va avoir des mots de passe qui vont être réutilisés sur un compte d'accès de messagerie, par exemple, pour accéder aussi à distance sur des solutions, enfin sur des systèmes plus critiques, des systèmes métiers. Et donc, on a une menace aussi en 2023 qui a sensiblement augmenté d'un point de vue des rançongiciels, donc des attaques par rançongiciel. J'y reviendrai après en vous présentant un scénario d'attaque. On a aussi couplé à ces attaques par rançongiciel, bien aussi l'exfiltration de données et la vente de données sur Internet. Voilà, en termes de menaces, donc une menace toujours qui est prégnante et un contexte toujours très développé en matière de tentatives de récupération des mots de passe en particulier. Voilà, merci. Pardon. Sur le scénario, voilà, un scénario d'attaque récent qui a touché un établissement et services médico-social. Donc, on a à l'origine de l'attaque eh bien des vols d'identifiants, soit achetés sur le dark web, soit récupérés directement par l'attaquant, un accès à distance sur un serveur Microsoft. On va l'attaquant qui va, dans un premier temps, être détecté par l'antivirus sur la console de l'antivirus, mais malheureusement, cette console n'a pas fait l'objet d'un suivi par l'établissement. Donc, il va pouvoir ensuite modifier son code d'attaque pour ensuite eh bien, passer l'antivirus qui ne va plus le détecter. Et il va récupérer, au travers de cette attaque, ensuite déployer un logiciel qui permet de récupérer des mots de passe. Et vous voyez, hein, donc il attaque la nuit. En quelques heures, donc de minuit à 5 heures du matin, il va réussir à désactiver, à récupérer un mot de passe administrateur, désactiver l'antivirus, pour ensuite, eh bien, quelques jours plus tard, aller exfiltrer des gigabits de données vers une adresse IP russe. Et puis, il va demander ensuite une rançon en déployant un rançongiciel qui ne va plus être détecté par l'antivirus puisqu'il aura désactivé l'antivirus, pour mettre en vente ensuite les données parce que l'établissement refusait de payer. Et ensuite, malheureusement, dans ce cas-là, nous avons été alertés lorsque les systèmes étaient chiffrés. Hein, bien sûr, dès qu'un signal un peu suspect est détecté sur le système d'information, hein, nous invitons nos bénéficiaires à tout de suite nous remonter l'information pour que nous puissions intervenir au plus tôt pour éviter que le système soit l'objet d'une compromission massive. Donc là, nous sommes intervenus en remédiation pour aider la structure à reconstruire, enfin à améliorer la sécurité de son système d'information en vue d'être résiliente vis-à-vis de ce type d'attaque. Voilà, donc une attaque donc assez fulgurante, d'un simple vol d'identifiant jusqu'à l'exfiltration et le chiffrement de données sensibles. Un scénario que malheureusement on retrouve assez régulièrement pour les établissements qui sont victimes d'attaques de cybersécurité. Merci Monsieur Soyer. Nous allons poursuivre sur le panorama régional avec Cédric. Donc, en guise de panorama régional, nous avons souhaité vous afficher le nombre d'alertes qui ont été remontées par le secteur sanitaire. Alors, vous allez me dire pourquoi le secteur sanitaire, ici c'est pour le monde libéral, mais c'est juste pour vous montrer que vos voisins, vos collègues dans le secteur sanitaire et surtout dans les Hauts-de-France, durant cette année, ont subi des tentatives ou des attaques qui ont abouti. On a fait ce découpage par trimestre pour vous montrer la régularité en termes d'attaques et d'alertes remontées, donc au travers du CERT Santé que M. Soyer vous a présenté précédemment.
Donc, ce ne sont que les éléments que nous avons à notre connaissance, même si les établissements de santé ont l'obligation de déclarer chaque incident de sécurité. Et comme on peut le voir, comme je le dis même de manière générale par l'ensemble des experts, à l'approche des Jeux Olympiques, il y a une accélération de toutes ces tentatives et ces alertes. Nous, on a fait le constat sur la région et on l'indique même, c'est que nous, Santé Numérique, avons fait également office de tentatives d'attaque sur nos systèmes d'information exposés sur Internet. Et un de nos partenaires, un industriel partenaire de Santé Numérique, fait également l'office de tentatives d'attaque régulières. Donc en fait, nul n'est à l'abri de ce type d'actes. Et globalement, sur l'ensemble de ces alertes, la majeure partie de la nature de ces alertes sont liées à des tentatives de phishing, dont l'exercice que vous avez pu subir, entre guillemets, ces dernières semaines, c'est vraiment le vecteur principal d'attaque qui est remonté aujourd'hui sur les établissements. Et c'est d'ailleurs celui quasiment le plus utilisé par les attaquants à l'échelle mondiale. Voilà me concernant. Merci Cédric. On va poursuivre avec Michael. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais. On vient de le voir avec ces éléments-là, le risque il existe, il est indéniable, on a vu des scénarios, on a vu des éléments chiffrés pour notre région. On pourrait quand même se poser la question du pourquoi finalement, pourquoi les hackers ont envie de faire en sorte que vous soyez une cible de leur tentative de piratage. Donc histoire d'avoir un petit peu d'interaction et de vous maintenir éveillé, on vous propose un petit quiz et on va le faire à différentes reprises là au cours de la présentation. On va vous proposer justement la possibilité de vous exprimer sur le sujet. Vous voyez apparaître à l'instant une petite fenêtre devant vous. Vous avez les différentes modalités à la question selon vous pourquoi vous pouvez être la cible de hackers. Donc on vous propose ces différentes modalités, récupérer des données de patients, récupérer des données financières, revendre de l'information, créer des faux documents, usurper une identité. Vous avez la possibilité de répondre, de cocher une case, 2 cases, plusieurs, aucune. C'est vous qui le souhaitez. On vous laisse une petite minute avant de voir les résultats et de nous aider justement à progresser dans ce temps d'échange. On vous laisse encore quelques secondes et on va vous donner les réponses. Donc les bonnes réponses, Michael. Toutes. Donc si vous avez coché partout, vous avez gagné, vous avez tout compris, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut partir, parce que justement, on va vous éclairer un petit peu plus sur quelles sont les motivations, quels sont les intérêts pour les hackers, et puis voir aussi les différentes techniques d'attaque. Je vais laisser peut-être la parole aux collègues qui vont prendre le relais. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, effectivement, ce qui intéresse les pirates informatiques, c'est la donnée. De façon générale, une donnée, en fait, c'est toute information d'identité, des RIB, des coordonnées bancaires, des adresses mail ou des mots de passe. Et vous, en tant que médecin et professionnel, vous disposez de certaines données personnelles et des données de santé de vos patients. Alors, on a le règlement européen sur la protection des données personnelles, le RGPD, qui va définir la donnée de santé comme toute indication sur l'état de santé physique ou mental du patient. Cela fait référence autant aux maladies qu'aux soins réalisés ou encore aux résultats d'examen. Mais aussi, ça peut être une donnée qui est liée à l'identification du patient, par exemple le numéro de sécurité sociale. Alors, pourquoi en soi les pirates informatiques s'intéressent à ces données ? C'est parce qu'en fait, ils vont pouvoir les exploiter de plusieurs façons. Alors déjà, les données, elles peuvent servir de monnaie d'échange pour obtenir le paiement d'une rançon. Elles peuvent être diffusées en ligne pour nuire à une réputation, que ce soit la réputation du cabinet ou celle du patient concerné. Les données, elles peuvent être aussi vendues sur le dark web, c'est-à-dire que d'autres pirates vont les utiliser pour lancer des campagnes de phishing, pour mettre en place des escroqueries ou encore pour usurper des identités et créer de faux documents. Et puis surtout, ces données, en fait, où est-ce qu'elles sont contenues ? Elles sont contenues autant dans les dossiers informatisés que vous avez à disposition que dans les dossiers papier des patients. Donc, je passe la parole à Cédric. Merci Claire.
Vous, professionnels de santé libéraux, les 3 plus grandes attaques probables qui pourraient vous arriver lors de votre activité ou même à usage, dans votre vie personnelle, sont ce qu'on appelle les exploitations de failles humaines. Donc globalement, vous la connaissez, c'est celle que vous avez subie au travers d'exercices, c'est ce qu'on appelle l'hameçonnage ou le phishing en anglais. Et comme je le disais précédemment, c'est le mode opératoire le plus utilisé par les cybercriminels. Donc ce mode consiste globalement à dérober des informations personnelles et ou bancaires vous concernant. Comment ça se passe? Donc globalement, vous recevez soit un message électronique, soit au format email, donc le phishing, ou de SMS, qu'on appelle aussi le smishing, ou encore par téléphone. Et globalement, les cybercriminels usurpent l'identité d'un tiers de confiance pour vous tromper, afin que vous leur communiquiez donc des données de type d'identité, des mots de passe ou vos numéros de carte bancaire. Une fois les informations dérobées, donc lors de cette technique d'hameçonnage, elles sont soit utilisées directement par les cybercriminels, ou elles sont revendues à d'autres cybercriminels pour mener des actions de piratage futures. Ensuite, on a ce qu'on appelle les attaques par brute force. À quoi ça consiste? Donc globalement, une attaque par brute force, ça permet en fait de tester une combinaison de mots de passe par rapport à un identifiant donné. Vous faites l'objet d'une attaque par phishing, la personne récupère une adresse mail. Ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet, c'est ce qu'on appelle des dictionnaires de mots de passe. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui utilisent des mots de passe basiques, les plus simples. Il y a encore une étude qui est passée cette semaine par un gestionnaire de mots de passe. Les mots de passe les plus utilisés, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, doudou, loulou, etc. Donc vous imaginez que les assaillants ont des dictionnaires de mots de passe les plus réputés, les plus connus dans le monde. Et en fait, par rapport à votre identité, en fait, il va tester, grâce à des programmes, des robots, l'ensemble de ces mots de passe sur votre identifiant. Et comme les mots de passe sont faibles, donc c'est des mots de passe réutilisés ou les plus connus au monde, ils finissent par entrer dans vos outils et dans votre vie personnelle. Ensuite, le troisième cas, c'est le rançongiciel, ou ransomware, comme on peut trouver en anglais. C'est également une des cybermenaces les plus plébiscitées par les cybercriminels. Donc c'est une technique qui vise en fait à bloquer l'accès à vos appareils ou à vos fichiers en les chiffrant. En contrepartie, afin de pouvoir déchiffrer, entre guillemets, vos postes ou vos fichiers, le cybercriminel exige une rançon. Dans la plupart des cas, on va dire 99,9% des cas, ils ne vous rendront jamais la clé de chiffrement pour pouvoir déverrouiller votre PC ou vos fichiers, entre guillemets. Aujourd'hui, les cybercriminels en fait gagnent beaucoup plus d'argent au travers de ces techniques-là que certains criminels vendant des produits illicites dans le monde. C'est ce qu'il y a de plus simple et le plus lucratif au monde. Ces techniques de rançongiciel. Et vous faites payer des rançons et quelque part, ils ont gagné à la fin. Vos données sont bloquées, voire revendues sur Internet. C'est bon pour moi pour la partie attaque probable. Nous revenons sur un quiz. Michael, c'est à toi. Ouais, allez, le petit quiz, on se maintient éveillé. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu mieux quels étaient les enjeux, quelles étaient les motivations et puis les façons de procéder en termes de technique, un nouveau petit quiz sur quel pourrait être l'impact selon vous. Donc on vous propose comme précédemment 4 modalités de réponse, des impacts techniques, administratifs, financiers ou en termes d'image et de crédibilité. Vous choisissez ce que vous voulez et on se retrouve dans quelques instants pour voir quelles étaient là ou les réponses. On vous laisse encore quelques secondes. Alors, donc, au niveau des résultats, oui, vas-y Alix. Non, je te laisse finir, je reviendrai après, on a une question. D'accord, parfait. Donc en fait, au niveau des résultats, donc vous êtes 26% à avoir répondu impact technique, 26% impact financier, 24% impact sur l'image et la crédibilité du cabinet et 24% sur l'impact administratif. Michael, quelles étaient les bonnes réponses? Comme précédemment, pas très original, tout était à prendre en considération. Donc on a vu que c'était très partagé, finalement, on peut tout embarquer.
Donc Alix, tu avais peut-être une question à partager? Oui, le docteur Foulon du coup demande, il ne faut pas payer la rançon? Non, alors en fait, ce qui est préconisé même par l'État dernièrement vis-à-vis des établissements de santé, c'est on ne paie pas la rançon. Parce qu'au final, payer la rançon favorise entre guillemets le développement de la cybercriminalité. C'est comme si vous remettez une pièce dans le jukebox et ça redémarre entre guillemets. Comme je disais, en fait, la cybercriminalité aujourd'hui est pour le monde du grand banditisme, c'est ce qui permet de gagner le plus d'argent avec un faible investissement. Quand je comparais ça à des produits et des substances illicites où il faut des champs pour développer, etc., c'est de l'agriculture. La cybercriminalité, c'est quoi? C'est un ordinateur, du réseau Internet. Ce n'est que ça. Et quelque part, rien qu'avec ce si faible investissement, ils sont en mesure de gagner des sommes faramineuses en termes de rançon et de cyberattaques. Donc le fait de payer la rançon, ça favorise entre guillemets le développement encore plus de ces actions. Donc là, le parti pris et ce que l'État pousse, ordonne de ne pas payer la rançon. Et je voulais souligner le chiffre qui a été donné de façon dans 99% des cas, est futile de croire qu'on va récupérer ces données. Tout à fait. En général, quand c'est chiffré, ad vitam aeternam et vous avez tout perdu. Je vois pas de gentils pirates vous dire bon merci, tu m'as payé, je vais te donner la clé de déchiffrement. Non, ça n'existe pas. Une autre question donc, qui demande donc les attaques ont lieu principalement la nuit, quelle que soit la nature de l'attaque? On remarque une tendance en fin de journée sur les hôpitaux, par exemple, les structures sanitaires, ou en fin de journée, week-end, c'est là où entre guillemets il y a le moins de personnes et ça passe inaperçu en fait. Et je dirais même quand ils appuient sur le bouton, disons, on fait tomber le système d'information. Mais non, en fait, les cyberattaques, c'est quotidien en fait. Tous les matins, vous épluchez vos emails. Vous regardez dans vos indésirables, vous avez une moult mails de type, ce qu'on appelle tentative de phishing. Et en fait, ils ne dorment jamais, ces gens-là, et puis ils sont situés un peu partout dans le monde, donc peu importe le fuseau horaire, c'est tout le temps en fait. La vigilance, elle est non-stop. Il existe une émission, par exemple, qui était montrée sur YouTube, où il montrait en France le plus gros bassin de hackers de type phishing est situé en Île-de-France. Non, donc ils bossent pas la nuit, ils bossent la journée également comme nous. Il n'y a pas de décalage horaire pour ça, c'est non-stop. On a également une question donc, sur les antivirus, mais on y viendra un peu plus tard, du coup, dans ce webinaire. Et je vois qu'il y a une question, est-ce qu'il faut éteindre son PC le soir? Ça, c'est un parti pris. Hein. Soit il est écologique parce que vous voulez éteindre votre PC pour éviter de dépenser l'électricité, mais sinon, est-ce qu'il faut éteindre son PC? S'il ne sert pas, éteignez-le, ça évite déjà de le laisser allumer. Et en plus, si vous exercez dans un cabinet et que vous partez du cabinet, vous laissez votre PC sur votre bureau allumé, c'est un risque accru de se faire voler son matériel et pour le coup pirater ses comptes. Gardez toujours votre matériel avec vous, sous surveillance. Merci Cédric. Du coup, on va poursuivre avec Claire sur les conséquences d'une cyberattaque et notamment vous présenter les 4 réponses qui vous ont été proposées lors de ce quiz. Alors, sur les conséquences d'une cyberattaque, alors évidemment, les conséquences, elles vont dépendre de l'attaque à laquelle vous êtes soumis, mais dans le cadre de votre activité, de façon générale, les conséquences, ça peut être de ne plus avoir accès à votre matériel informatique professionnel, de ne plus avoir accès non plus à vos logiciels de gestion administrative ou de suivi de patientèle, de ne plus avoir accès non plus à votre boîte mail ou aux données de santé patient qui peuvent être chiffrées ou dérobées. On peut par exemple citer le piratage de médecins du Var ou de Marseille en 2021, où des données de patients avaient été dérobées et elles avaient servi à éditer de faux passes sanitaires et jusqu'à plus de 1500 passes dans un cas pour les mêmes données de patients. Donc concrètement, une cyberattaque, ça peut rendre impossible le fait de consulter les dossiers de vos patients, de réaliser une déclaration à la sécurité sociale ou de planifier ou de consulter vos rendez-vous. Donc les attaques, elles vont complexifier le parcours de soins, elles vont ralentir la prise en charge des patients et donc ça va ralentir votre activité. Et du fait de ce ralentissement d'activité, ça peut engendrer une perte d'exploitation, c'est-à-dire une perte financière.
Autre conséquence possible, ce sera là au niveau juridique. Donc, en théorie, le professionnel de santé est responsable des données personnelles en sa possession. Et donc, les patients dont les données ont été dérobées peuvent, en théorie, intenter un procès et demander des dommages et intérêts. Et en plus, s'il est prouvé que le médecin ou le cabinet a manqué de diligence dans la protection des données des patients, ou alors qu'il a même fait preuve de négligence, le cabinet ou le médecin peut se voir infliger une amende par la CNIL qui représenterait jusqu'à 4% du chiffre annuel du cabinet. Et enfin, la dernière conséquence qui pourrait vous affecter, c'est l'atteinte à l'image du cabinet, puisque lorsqu'il y a violation des données de santé de patients, une fois que l'affaire est révélée, ça peut venir endommager la relation et la confiance que le patient porte aux professionnels de santé. Docteur Foulon, est-ce que vous souhaitez compléter quelques éléments présentés par Claire ? Oui, je vais essayer d'illustrer au quotidien ce que ça représente pour nous, pour un médecin. On l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'outil informatique est de plus en plus indispensable et particulièrement prégnant sur l'exercice de tous les jours. Et je pense qu'on en a tous conscience. Demain, ne plus être en mesure d'utiliser son ordinateur, de se connecter à son logiciel métier ou logiciel de gestion de patientèle, c'est compliqué. Et puis, ça a un impact financier sur notre mode de fonctionnement de travail, ne pas pouvoir exercer normalement à la célérité habituelle pendant plusieurs jours, ça complexifie les choses. Ça veut dire aussi éventuellement ne pas pouvoir utiliser les téléservices ou même de faire de télétransmission. Ça veut dire faire de la facturation. Il faut quand même dire aussi les choses. L'impact administratif, il est aussi important. Dans nos ordinateurs, dans nos carnets de rendez-vous, on a des données importantes qui concernent les patients. C'est pas uniquement dans le logiciel métier, les numéros de sécu, des dates de naissance, des noms, des prénoms, des lieux de naissance. Moi, je vois ça sur mon carnet de rendez-vous, des adresses email, des numéros de portable. Avec ces données-là, eh bien, vous avez tout à fait conscience qu'on peut faire aujourd'hui beaucoup de choses. L'impact financier, je l'ai évoqué sur le fait, en dehors de ses propres données personnelles qui pourraient être dans notre ordinateur de travail, ce qui là serait aussi particulièrement embêtant. À partir du moment où on peut plus exercer normalement, faire de la télétransmission, il y a un impact financier qui est inhérent et évident. Et puis oui, il y a effectivement l'impact sur l'image du cabinet. On a tous conscience de ce que représente pour nos patients le secret médical, et on peut faire une petite analogie avec cela. Les patients nous font confiance, nous racontent leur vie sans filtre, parce qu'ils ont confiance sur ce secret, ils ont confiance en nous. Eh bien, demain, est-ce qu'ils auront la même confiance en nous s'ils se rendent compte que à la fois ce qu'ils nous ont confié peut être partagé sur le dark web, comme on l'a dit, et même au niveau administratif, s'il s'agit que de données administratives, effectivement, je pense que c'est particulièrement impactant sur la confiance du professionnel et du cabinet médical. Merci, docteur Foulon. Donc, pour conclure, Manon. Ce qu'il faut retenir de cette partie qui vient de vous être présentée, donc en résumé, l'augmentation des échanges à distance ainsi que l'augmentation de la digitalisation entraînent ces dernières années une augmentation des attaques. En tant que médecin, vous êtes la cible de hackers car vous disposez des données dites sensibles sur vos patients. De manière générale, les attaques sont souvent dues à une exploitation de failles humaines. Et ces cyberattaques peuvent avoir différents impacts sur votre cabinet, que ce soit un impact administratif, technique, financier, ou même impacter l'image et la crédibilité de votre cabinet. Merci Manon. Du coup, on va poursuivre sur la campagne phishing. Donc, comme présenté précédemment, l'exploitation de la faille humaine peut être l'une des portes d'entrée des hackers. Pour ce faire, au niveau donc de l'URPS, du GRAD et de l'assurance maladie et de l'ARS, on a souhaité donc réaliser un exercice phishing. Donc là, vous avez du coup l'aperçu de cet exercice et on a souhaité du coup revenir sur cette campagne qu'on a pu faire du coup début novembre. Pour ce faire, nous allons débuter cette première partie avec un quiz. Michael, c'est à toi.
Ouais, allez, un troisième petit quiz. Alors cette fois-ci avec une philosophie différente, hein, il s'agit de savoir dans quelle situation vous situez. On vous propose différentes possibilités. Première situation, ben, vous n'avez pas du tout reçu ce mail phishing, ou en tout cas vous êtes complètement passé au travers, vous l'avez ignoré. Autre possibilité, vous avez quand même ouvert ce mail, mais vous n'êtes pas allé plus loin. Troisième possibilité, vous avez ouvert le mail, vous avez cliqué sur le lien qui était dedans. Alors là, mentez pas, on a des chiffres, donc on a le big data et le big browser qui vous regardent. Vous avez été curieux, quatrième possibilité, mais cette fois-ci avec un petit peu plus de suspicion, et vous avez cherché à recouper les informations présentes dans le mail avec d'autres sources d'informations. De là, cinquième possibilité, vous vous êtes dit, bah, tout compte fait, ce mail, il n'a pas l'air très sérieux, ça ressemble à un mail phishing. Voire éventuellement, dernière possibilité, vous êtes allé encore un petit peu plus loin et vous avez lancé une alerte concernant ce mail. Donc on vous laisse répondre tranquillement et on regardera ensuite les petites stats avec Stéphanie. Et du coup, en attendant vos réponses, c'est le docteur Foulon, donc on va laisser prendre la parole pour indiquer pourquoi vous avez choisi ce thème pour ce mail phishing. Alors, effectivement, on a été méchant, très très méchant, parce qu'on a essayé de bien faire les choses. Et on a essayé d'être des hackers professionnels. Et le mail que vous avez reçu était particulièrement vraisemblable. Mais que les choses soient claires, c'était vraiment volontaire. On s'est même creusé la tête à savoir comment on allait pouvoir travailler cet outil, ce mail, pour qu'il soit digne de ce que les hackers pro, de ce que l'on peut recevoir au quotidien. Alors, je me suis mis dans la peau d'un hacker, hein, et puis de comment je vais piéger un médecin. Et puis alors j'ai une chance quand même, c'est que je suis médecin moi-même, et donc je sais ce qui m'interpelle particulièrement, en tout cas en termes d'informatique, vu que là il était question d'un mail. Et aujourd'hui on est particulièrement dans le mouvement du Ségur du numérique, et on sait, on l'a dit tout à l'heure, l'impact sur notre outil de travail et l'impact financier. On a un outil indispensable à notre exercice au quotidien, c'est notre CPS. Et on a parlé aussi du post-Covid, et on a connu aussi les problèmes de tentatives de fraude avec les ICPS, qui ont depuis une double sécurité. Partant de là, voilà, on vous a proposé un mail où il était question d'une problématique évidente pour vous et importante, en la noyant dans le problème du Ségur du numérique, où il était question de mettre à jour vos données pour avoir votre CPS Ségur en 2024. Alors après, on a utilisé des logos un petit peu inversés pour le santé numérique. On a utilisé une adresse email qui était vraisemblable, mais si vous alliez, on va vous l'expliquer tout ça, creuser et rechercher, vous auriez pu avoir éventuellement des indices. Enfin, on a quand même laissé aussi une ou deux fautes d'orthographe, comme ça arrive souvent dans ce que l'on reçoit par mail ou par SMS. Donc, merci Dr Foulon. Donc, voici les résultats. Donc, parmi vous, 33% vous avez ouvert ce mail, 23% vous n'avez pas reçu le mail phishing, 18% vous avez ouvert le mail et avez cliqué sur le lien, 15% vous avez vu que c'était un mail phishing, 10% vous avez été vérifier l'information de ce mail et 2% vous avez lancé une alerte quant à ce mail phishing. Merci. Donc là, nous allons poursuivre sur la présentation de cet exercice. Alors, Claire, sur c'est à toi. Merci Stéphanie. Alors, quelques indications sur cette campagne. Donc, cet exercice de phishing, il a été adressé aux médecins libéraux des Hauts-de-France. La campagne, elle a été lancée le 7 novembre en matinée. Elle a principalement couru sur une semaine. Et à l'issue, voilà, de ces quelques jours, on a obtenu un taux de clic de 17%, c'est-à-dire qu'on a près de 1300 professionnels qui ont cliqué sur l'un ou l'autre des autres liens dans le mail. Alors, donc là, on était sur une campagne de phishing ou hameçonnage en français. Et donc, dans ce cas, on a les pirates qui font croire aux destinataires qu'ils communiquent avec un tiers de confiance. Donc, l'objectif, comme on l'a dit, c'est de soutirer des informations personnelles, par exemple des codes d'accès ou un numéro de carte bancaire. Normalement, les emails de phishing sont conçus pour ressembler aux mails dont l'identité est usurpée.
Pour autant, parfois, il existe des petits signaux d'une tentative de phishing. Alors ici, le premier élément auquel il faut être vigilant, c'est l'identité de l'expéditeur. Donc dans cet exercice, le mail il était envoyé par Marie Dupont de l'Agence en santé du numérique et depuis le nom de domaine sécurité-santé.com. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence en santé du numérique, ça n'existe pas. C'est l'Agence du numérique en santé qui existe. On pouvait aussi éventuellement remarquer que le logo de l'agence avait été détourné. On l'a inversé en fait. Et de façon encore plus fine, l'adresse postale ici qui est mentionnée, elle est fausse. Alors ce qui était en fait peut-être le plus simple à déceler, c'est que le nom de domaine est fantaisiste. La plupart des phishing par email vont utiliser des adresses de messagerie qui ne ressemblent pas à des adresses officielles. Donc, si l'Agence du numérique en santé avait effectivement envoyé ce mail, son nom de domaine serait apparu normalement dans l'adresse mail de l'expéditeur. Donc, de façon assez globale, lorsque on reçoit un message inattendu ou d'une adresse email inhabituelle ou d'une adresse mail qu'on ne connaît pas, voilà, c'est autant d'éléments qui doivent éveiller notre attention. Peut-être préciser que le nom de domaine, c'est ce qu'il y a après le arrobase. Oui, donc voilà, le nom de domaine, effectivement, ici, c'est @sécurité-santé.com. Merci. Il y avait un autre indice aussi qui aurait pu nous interpeller. Ce sont les fautes d'orthographe. Alors ici, il y en avait une en cœur de mail, c'était fait exprès. Effectivement, on recommande d'être attentif au niveau de langage du courriel. Alors même si c'est de moins en moins vrai, on a certains courriels malveillants qui ne sont pas correctement écrits. Donc si le message comporte des erreurs de frappe, des fautes d'orthographe ou des expressions inappropriées, c'est qu'il n'est pas l'œuvre d'un organisme crédible. Ce qui ne nous empêche pas évidemment de faire des petites coquilles à l'occasion, hein. Et enfin, le troisième indice, ça serait le lien de redirection. Donc en fait, comme on l'a dit, un mail de phishing, généralement, son objectif, c'est de pousser le destinataire à cliquer sur un lien pour amener sur une page frauduleuse. Donc en fait, avant de cliquer, on recommande de vérifier la pertinence du lien de redirection. Alors comment on fait? Donc pour cela, en fait, il fallait positionner le curseur de votre souris sur le lien qui est proposé sans cliquer. Donc là, on pouvait passer sa souris sur le bouton « Lire la suite ». Et en fait, ça permet d'afficher le lien complet de redirection et l'adresse vers laquelle il renvoie. Donc là encore, on s'assure que le lien est cohérent, qu'il pointe vers un site légitime, que le nom de domaine est valable et sans faute d'écriture. Et ici, effectivement, vous voyez que le lien de redirection renvoyait vers sécurité-santé.com. Alors évidemment, si le lien semble douteux, on ne clique pas. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est se rendre directement sur le site officiel concerné. On passe par son navigateur Internet et éventuellement, on va essayer de retrouver l'information sur le site officiel. Et puis, en fait, c'est un peu la même chose avec les pièces jointes. On évite de cliquer sur des pièces jointes que l'on n'attend pas. Puisque, en fait, une fois ouverte, la pièce jointe, elle peut vous rediriger vers un site frauduleux ou alors installer, par exemple, un virus sur votre ordinateur. Voilà, donc de façon globale, pour terminer, c'est qu'on va se méfier des demandes étranges. Donc en fait, aucun organisme ne nous demandera ni nos codes de carte bleue, les codes d'accès ou nos mots de passe. Donc on ne transmet rien de confidentiel et même si quelqu'un de notre entourage nous le demande, voilà, on se méfie et puis on vérifie l'information par un autre moyen. Merci beaucoup Claire. On va poursuivre sur les bonnes pratiques en matière de phishing. Manon, c'est à toi. Donc, afin d'éviter un phishing, il existe quelques bonnes pratiques. Donc, on vous recommande de porter attention à la présentation du mail. Par exemple, regardez les logos, fautes d'orthographe, et aussi de vérifier l'identité de votre expéditeur en vérifiant notamment son adresse mail. Vous devez également vous méfier des pièces jointes ainsi que des mails avec un motif d'urgence. Et enfin, nous vous conseillons de vérifier les liens de redirection et enfin de dissocier vos mails personnels des mails professionnels en utilisant votre adresse mail professionnelle uniquement à des fins professionnelles. Merci Manon. Donc, pour éviter de vous faire hacker, différentes actions ou bonnes pratiques peuvent être mises en place. Donc, Claire va vous présenter les bonnes pratiques en lien avec le docteur Foulon pour, voir de quelle manière, dans votre pratique, vous pouvez mettre en place quelques actions.
Alors, on vient de voir effectivement les risques auxquels vous pouvez être exposé en tant que professionnel de santé, mais aussi en tant qu'utilisateur d'outils et de services numériques. Et en fait, l'adoption de quelques bons réflexes et puis l'apprentissage aussi de bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, ça peut permettre de se prémunir de la plupart des attaques. Donc effectivement, ici, on peut intervenir, on peut agir sur 4 volets, donc l'aspect technique, les mails et réseaux, les accès et la sauvegarde. Donc, je vais laisser Cédric présenter. Ah non, je peux présenter le premier slide, donc les mails et réseaux, pardon. Alors, sur cet aspect. Ah non, Cédric, pardon, je te laisse la main pour la technique. Pas de souci, merci. Donc, ça fait écho à une question qui a été posée dans le chat, mais les règles de base vous concernant en tant que professionnel sur des postes qui vous sont dédiés, c'est installer à minima un antivirus, c'est vraiment le strict minimum, et ensuite régler vos pare-feux. Alors parfois vous avez des pare-feux intégrés au système d'exploitation comme Windows, mais vous avez aussi des pare-feux qui sont liés à vos box Internet. En général, en informatique, la première règle, et même dans les box que vous recevez, c'est tout est fermé, tous les flux sont fermés. Donc normalement, il n'y a pas de tentative d'attaque qui peuvent passer si l'ensemble de votre box est dans son état, on va dire, nominal de livraison. Le seul moment où vous allez avoir des attaques, c'est quand il y a des ports, des flux autorisés sur votre box Internet ou sur votre ordinateur. En temps normal, quand c'est installé de manière standard et nominale, tout est fermé. C'est la première règle en informatique. On a aussi effectué ces mises à jour machines et logiciels régulièrement. On a souvent, même sur nos téléphones, des alertes nous disant il y a une mise à jour installée, soit je la reporte plus tard, ou je la fais maintenant. Reporter, ça s'entend, mais on ne le reporte pas pendant des semaines et des semaines. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cybercriminels utilisent parfois ce qu'on appelle des failles 0D. Donc 0D, c'est en fait la faille vient d'être connue à l'instant T, et certains petits malins utilisent ces failles 0D, non patchées par les... corrigé par les industriels pour pouvoir tenter des attaques à cet instant. Donc il est primordial de faire ces mises à jour sur tous ces appareils. On a le chiffrement des données. Tout à l'heure, je voyais passer un petit message sur l'efficacité des messages cryptés. Donc crypté, c'est un autre wording, mais en France on dit chiffré. Oui, il y a un intérêt de chiffrer ces données. Le principe de chiffrement, c'est que vous envoyez quelque chose et c'est chiffré avec un certificat ou une clé qui vous appartient. Dans votre cas, elle est souvent dans ce type de carte. Pour vous, vous en avez une rouge, hein, mais dans les certificats de vos cartes CPS, parfois vous avez des clés de chiffrement dedans, des certificats qui permettent de chiffrer les données, qui permettent d'identifier les choses. Donc oui, on chiffre les données, on chiffre aussi ces sauvegardes. Et aussi, dernier point, on désinstalle les logiciels obsolètes. Pourquoi? S'il n'y a pas d'usage de ces solutions-là aujourd'hui, et qui sont obsolètes parce que l'éditeur ne les maintient plus dans le temps, il faut se dire que potentiellement, lorsque ça a été développé par les éditeurs, ils ont utilisé des technologies désuètes, ou qui étaient, on va dire, bonnes à l'instant du développement, mais au fil des années, on découvre des failles dedans. Mais si elles ne sont pas maintenues par les éditeurs, en fait, ces failles restent présentes sur vos ordinateurs. Ces logiciels ne sont pas désinstallés. Donc, si vous avez pas mal d'outils non utilisés qui ont peu d'importance dans votre usage pro, ou même perso, hein, on les désinstalle, on supprime ça de son ordinateur. Merci Cédric. Du coup, Docteur Foulon, est-ce que vous souhaitez présenter un peu ce que vous faites au niveau de votre cabinet d'un point de vue technique? Alors, oui, tout à fait. La première chose, et on a la question qui a été posée tout à l'heure par l'intermédiaire des fournisseurs de logiciels métiers ou des sociétés qui éventuellement gèrent votre informatique. Et si vous le faites vous-même, c'est pareil. La première chose, on vient de l'entendre, c'est d'avoir un bon outil antivirus et pare-feu. Alors, je sais bien qu'il y en a beaucoup sur le marché. C'est peut-être pas forcément ceux qui sont gratuits qui sont les meilleurs. En tous les cas,
je ne sais pas si on peut citer des marques, mais en tout cas, si on doit en citer plusieurs, il y a toujours Kaspersky et puis Bitdefender qui, sur les différents matchings des sociétés informatiques, arrivent dans les premiers. Alors même si l'un des deux peut être controversé parce que d'origine russe, paraît-il. Mais voilà, en tous les cas, vous avez la possibilité de vous renseigner sur la qualité d'un antivirus et surtout que ce soit installé sur vos machines. Après, si vous utilisez effectivement Windows avec son système de protection, ça veut dire qu'il faut accepter aussi les mises à jour logicielles et matérielles pour que les programmes de protection qui sont intégrés dans les systèmes d'exploitation, excusez-moi pour les termes techniques, soient eux aussi mis à jour. Parce que si vous décidez de faire aucune mise à jour, dans ces cas-là, vous vous retrouvez, alors certes peut-être avec un antivirus ou un pare-feu, mais qui date de Mathusalem. Et forcément, toutes ces attaques, elles évoluent dans le temps, les virus sont nouveaux, ils sont renouvelés régulièrement. Et c'est comme la grippe, quoi. Hein. On se vaccine pas avec un vaccin de 2018 quand on est en 2023. C'est le même problème. Il faut avoir un antivirus et des systèmes de protection qui sont à jour. Chiffrer ces données, on l'a évoqué aussi. Alors ça veut dire ne pas échanger les données de santé via des emails ou des SMS si c'est pas sur des systèmes cryptés. Donc il est important d'échanger nos données de santé sur des messageries cryptées ou même des systèmes de smartphones qui le sont aussi, pour éviter de se retrouver avec des données qui se baladent ou qui puissent être récupérées par d'autres personnes. Et on verra aussi que les sauvegardes, tant que peu, peuvent aussi être chiffrées. Après, le défaut aussi dans nos ordinateurs, alors on le met en dernier parce qu'effectivement c'est certainement ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est de temps en temps faire un audit de notre système informatique, se donner un petit peu de temps pour regarder tout ce que l'on a d'installé et qui des fois peut être installé à notre insu pour utiliser certains logiciels et qui, en fait, n'ont plus été utilisés depuis un certain nombre de temps et qui ne sont plus utiles et qui sont complètement obsolètes. Alors, non seulement ça ralentit la machine, mais en plus, ça peut être source d'entrée dans notre système. Merci, docteur. Michael, est-ce que tu peux nous présenter les actions des DNS en région ? Ouais, alors sans rentrer dans le détail de tout ce qui est fait, effectivement, ne pas oublier les délégués du numérique en santé, côté réseau assurance maladie, parce que là, on l'a vu, on commence à rentrer dans quelque chose d'un petit peu complexe, un petit peu technique, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui vont commencer à s'y perdre. Les DNS, justement, dans le quotidien, c'est quand même des correspondants au niveau assurance maladie qui peuvent apporter un petit éclairage, vous prendre un peu par la main sur certains sujets. Alors, on va pas vous dire que les DNS auront les réponses à toutes les interrogations, d'autant que là, on évoquait quand même pas mal de solutions qui émanent de prestataires privés, quand on parle d'antivirus et ce genre de choses. C'est pas des choses qui sont portées par l'assurance maladie, mais néanmoins, on a des personnes qui sont sensibilisées, qui peuvent vous apporter un certain nombre d'informations. Et surtout, nous, assurance maladie, on est amené à promouvoir toutes les mesures de sécurité qui existent autour d'Amélie Pro. Donc, je ne vais pas vous rebâcher ici tout ce qui peut se faire, mais d'autant que depuis le mois de juin, cette année, la CNAM a procédé à un renforcement des mesures de sécurité justement autour de l'accès et de l'utilisation d'Amélie Pro. Donc, le rôle des DNS, notamment dans le quotidien, c'est de venir vers vous. Donc, ça va être de la redite avec ce qu'on a déjà évoqué ici, mais ça peut être des actions, des sensibilisations autour de comment sécuriser correctement son mot de passe, comment détecter, justement, identifier des mails phishing, c'était l'objet de l'exercice précédent, vous informer sur les circuits de remontée interne assurance maladie, on en glissera un petit mot un petit peu plus tard, ou encore la vigilance sur la mise à jour des différents outils, des différents composants, des différents logiciels, en tout cas ceux qui sont propres à l'assurance maladie. Après, ça peut être aussi des rappels du quotidien, simplement votre carte professionnelle, ne pas la partager trop facilement avec tout le monde, ne pas diffuser les mots de passe, vos identifiants, etc. Donc, on vous invite et on pourra vous partager dans les suites de ce webinaire au besoin les coordonnées des correspondants, des DNS au sein du réseau assurance maladie. Merci beaucoup, Michael.
J'ai vu passer une question et ça me fait penser à quelque chose. J'ai parlé de ce que nous faisions au cabinet et je viens de voir que j'ai quelque chose à faire, en tout cas à la maison de santé, parce que j'ai vu passer le mot Wi-Fi. Et effectivement, je ne sais pas si d'autres personnes le font, mais il m'arrive régulièrement de partager le Wi-Fi de la maison de santé parce que le béton fait que si un patient veut m'envoyer quelque chose, ça passe pas. Et je pense qu'effectivement, sur nos box, aujourd'hui, on a la possibilité effectivement d'avoir des Wi-Fi publics qui sont séparés du Wi-Fi de la structure. Et il est important de séparer ces choses-là aussi. Merci beaucoup, Dr Foulon. Donc là, on va poursuivre sur la partie mail et réseau. Stéphanie, on avait également des questions du coup sur l'intérêt des logiciels en ligne. Savoir du coup également si, par exemple, Doctolib pouvait être protégé d'une attaque. Et si, enfin voilà, déjà ces premières questions. Alors, en parlant de Doctolib, je ne vais pas vous dire allez-y, c'est génial, etc. Bon, c'est un leader en France de solutions. Voilà, c'est un leader en ligne. Mais ils ont des obligations légales, surtout ces acteurs-là. Surtout celui-là, je dirais même encore plus, vu qu'il est hyper réputé et usité par vous-même. C'est que, de manière générale, alors maintenant, après, c'est comme tout contrat, il faut lire le contrat. Tout éditeur doit vous donner des informations en lien avec sa politique de sécurité. Je veux dire, nous, le GRAD, quand on œuvre auprès de partenaires, on épluche ses contrats et c'est ce qu'on appelle son plan d'assurance sécurité ou son plan d'assurance qualité. Et dedans, on a tous les éléments. Quelle est sa politique de sécurité? Qui accède au système d'information derrière? Donc à l'infrastructure qui héberge vos données? Comment c'est réglementé? Comment sont faites les mises à jour sur les systèmes qui hébergent vos données? Toutes ces choses-là, normalement, peuvent être, du moins déjà posées la question à vos commerciaux, à vos éditeurs, mais théoriquement, ils sont en mesure de pouvoir vous donner des informations en lien avec la couche sécurité qu'ils vous vendent avec les solutions. Là, on parle de LGC, on stocke des données de santé. Bah, le minimum, c'est comme déjà hébergeur de données de santé. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un hébergeur de données de santé, parce qu'il y a 6 critères pour pouvoir évaluer un hébergeur. Mais globalement, c'est déjà des premiers signes. Une autre chose, c'est la manière dont vous vous connectez à votre solution. Login, mot de passe, lecteur CPS, double facteur, ou multiple facteur, pardon. Tout ça, ce sont des critères de sécurité par rapport à vos outils. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt des logiciels en ligne? Il y a aussi un intérêt en plus, c'est que quelque part, le contrat de maintenance, au lieu que la solution soit installée sur votre poste et que si vous vous faites hacker et que vous ayez un chiffrement de votre poste, si c'est installé en local avec vos bases de données et vos sauvegardes, bah, c'est perdu. Par contre, un éditeur en ligne, c'est lui qui a la charge de la sauvegarde de vos données, après voir ce qu'il y a dans vos contrats, mais c'est lui qui se charge de cette sécurité. Vous avez quoi? Juste un login mot de passe ou un moyen d'authentification pour accéder à vos outils. Il y a un petit plus. Je ne vais pas dire que c'est la meilleure chose au monde, mais l'intérêt des logiciels en ligne, oui, il y en a. Par contre, le jour où vous n'avez plus de connexion réseau, ou vous êtes dans une zone blanche d'un point de vue réseau aussi téléphonique, il n'y a plus de réseau, bah, vous n'avez plus d'outils. C'est une problématique. Mais il y a quand même pas mal d'intérêt à passer sur des solutions en ligne. Et bien sûr, toujours analyser les contrats. Et puis après, excuse-moi Claire, vas-y. Et effectivement, en fait, pour vous aider à évaluer certains points d'attention au niveau de la sécurité informatique de vos prestataires de services, l'ANS en fait a édité un mémento, un questionnaire qui vous permet en fait voilà de savoir ce que vous devez vérifier. Et donc c'est accessible sur le site de l'ANS. Merci beaucoup, Claire. Est-ce que, Alix, nous avons d'autres questions ou on poursuit sur l'autre partie? On a pas mal de questions. Sur l'utilité du VPN. Alors, le VPN, en temps normal, il est utilisé entre un prestataire et un client pour se connecter en direct sur son système d'information. Ça permet d'avoir un tunnel sécurisé. C'est ça le VPN. C'est Virtual Private Network. C'est globalement, on imagine, vous avez un gros tuyau qui part de votre éditeur jusqu'à chez vous.
Et en fait, tout ce qu'il y a dans le tuyau est chiffré. C'est-à-dire que seule la personne qui a donné l'autorisation d'accéder à vos données a accès à vos données. Et le reste est chiffré, personne ne peut y accéder, le voir. C'est un outil très utile, mais je vais mettre un petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, dernièrement, les grandes attaques, si je prends par exemple, bon, je ne vais pas forcément les citer, mais les attaques qui ont eu lieu en région parisienne, sur certains établissements de la région parisienne, ils sont passés par leurs partenaires, par cet accès VPN. C'est une porte d'entrée sécurisée. Mais si j'ai la clé de cette porte d'entrée sécurisée, bon c'est comme si j'avais laissé la fenêtre ouverte, hein, c'est pareil, c'est la même chose. Oui, il y a un intérêt, mais ça dépend dans quel intérêt. J'ai également une question du coup sur les ordinateurs Mac. L'informaticien dit qu'il n'y a pas besoin d'antivirus. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais citer une personne qui est juste le délégué régional de l'ANSSI, donc Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est une agence nationale qui dépend du haut fonctionnaire de la sécurité, qui lui dépend également du Premier ministre. Donc voilà, ça place un peu l'agence au niveau de l'État. Il disait simplement que les Mac sont aussi assujettis aux attaques. Il n'y a pas de système aujourd'hui qui est meilleur que les autres. Il fut un temps, parce que le parc de PC Windows, qu'on l'appelle PC, c'était le parc le plus déployé au monde. Après, le pirate, il n'est pas plus idiot qu'un autre, hein. Il s'adapte. Il va sur les systèmes Mac, il va sur les systèmes Linux, il va sur les téléphones Android, comme je peux avoir personnellement. En fait, tout système est vecteur de faille, en fait. Donc non, votre Mac, vous pouvez aussi mettre un antivirus si vous le souhaitez. Enfin, on vous encourage à le faire. Il y avait également du coup des questions sur les DNS. Donc effectivement, on pourra vous communiquer donc les coordonnées de vos DNS. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être poursuivre sur les mails et réseaux. Donc Claire, si tu peux ouvrir ton micro. Merci Stéphanie. Donc il est recommandé de segmenter les univers pro et perso, tant au niveau du matériel que des services et logiciels. Donc dans l'idéal, en fait, l'équipement informatique professionnel doit faire l'objet d'une sécurisation aussi stricte que possible. Donc en fait, il est recommandé de ne connecter au réseau professionnel, c'est-à-dire au réseau de votre lieu d'exercice, que du matériel informatique à usage professionnel. On recommande également de ne pas synchroniser vos agendas ou vos messageries pro et perso sur le même terminal. Donc dans l'idéal, c'est voilà, un téléphone et un ordinateur pro, un téléphone et un ordinateur perso. Il est recommandé également de ne pas stocker de données professionnelles sur un équipement personnel et inversement aussi de ne pas connecter de supports amovibles, c'est-à-dire des clés USB par exemple, sur un équipement professionnel. Donc concernant tout ce qui est connexion au réseau, lorsque vous êtes en déplacement, évitez les réseaux publics ou inconnus de façon générale. Pourquoi? Parce que les réseaux Wi-Fi publics sont souvent mal sécurisés et du coup ils peuvent être contrôlés par des pirates informatiques. Et la solution dans ce cas-là, ça serait de privilégier la connexion de votre téléphone, donc d'être sous 4G. Et bien sûr, si vous n'avez vraiment pas d'autre choix que d'utiliser un Wi-Fi public, veillez surtout à ne pas y réaliser d'opérations sensibles. Et là, effectivement, on pourrait utiliser un réseau privé virtuel, un VPN. Cédric, je peux... Docteur Foulon. Docteur Foulon, oui. Ou Docteur Foulon, est-ce que vous voulez imager cette partie par exemple, des portables, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas toujours évident de se balader avec 15 portables dans la poche. Hein. On n'est pas tous le président de la République. En tout cas, il y a des solutions techniques. Hein. On parle régulièrement des doubles SIM ou d'une SIM et d'une eSIM, où on peut aussi avoir dans son téléphone privé pour le coup, un système de téléphonie IP qui différencie en tous les cas la ligne privée, la ligne publique, mais effectivement il est préférable à la fois pour sa vie privée mais aussi pour les échanges de données, clairement de différencier ça.
Nous, à la maison de santé, pour ce qui est en tout cas du parc informatique, bon ben voilà, il n'y a pas un seul ordinateur qui n'a pas un antivirus, mais on a fait le choix en plus de prendre un système antivirus entre guillemets de groupe ou famille avec plus d'une dizaine d'ordinateurs portables qui pouvaient utiliser le même virus, ce qui fait que j'ai proposé à la fois sur le serveur, les ordinateurs du cabinet, mais aussi donner la possibilité aux collaborateurs d'installer l'antivirus sur leur ordinateur à la maison. Alors, ça me paraissait important parce que voilà, malgré toutes les recommandations d'éviter de se balader avec des clés USB, on sait qu'aujourd'hui on ramène tous souvent un peu de travail à la maison où on a juste une affiche, un machin, un truc à faire. Et c'est vrai que c'est pas la chose à faire, mais forcément ça nous arrive des fois de ramener une clé USB et c'est vraiment un problème et c'est une faille parce qu'on ne sait pas ce qu'on a toujours non plus dans ces multiples mails publicitaires qu'on reçoit à la maison. Donc, plus on met de couches de protection, ça me paraissait être une des choses à faire. Après, au quotidien, on a dit, voilà, il faut différencier une boîte mail privée et puis une boîte mail pro. Même pour des échanges qui ne sont pas des données de santé, c'est peut-être effectivement une bonne chose. Merci docteur. Du coup, on va poursuivre sur l'accès. Donc, Cédric, c'est à toi. Donc, on en revient souvent à la même chose, hein, c'est choisir un bon mot de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un bon mot de passe? Alors, grande question. Pour qualifier la force d'un mot de passe, en général, on parle d'entropie, l'entropie du mot de passe. Mais concrètement, ça se traduit par un mot de passe avec un certain nombre de caractères. Aujourd'hui, ce qui est recommandé, c'est à minima entre 12 et 14 caractères, contenant majuscules, minuscules, numériques et caractères spéciaux. En plus de pouvoir sécuriser ses accès grâce à un mot de passe dit complexe, on peut utiliser également des systèmes d'authentification à facteurs multiples, ce qu'on appelle le MFA en anglais. Et aussi, vous pouvez aussi recourir à ce qu'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Théoriquement, quand il est bien paramétré, il vous donne la force d'un mot de passe. Par exemple, je prends votre mot de passe préféré, Loulou ou Doudou, peu importe lequel, vous choisissez. Ça, pour un gestionnaire de mot de passe, quand il est bien fait, il est en mesure de vous qualifier ce mot de passe et vous dire qu'il est clairement pas sécurisant. Parce qu'on a une répétition de chaînes de caractères, on n'a pas de côté aléatoire avec des chiffres et des caractères spéciaux. Et en plus, ce gestionnaire de mot de passe doit vous amener à réfléchir à ce qu'on vous devez mettre en place théoriquement, c'est un logiciel, un usage, un mot de passe. Et pas un mot de passe, tous mes comptes, perso et pro. Donc, ce gestionnaire de mot de passe, ça sert à quoi? C'est que vous retenez un seul mot de passe. Un mot de passe très costaud, vraiment très difficile, ou une passe-phrase. Ce qu'on appelle en fait, c'est un mot de passe, mais globalement, c'est une phrase. Cette passe-phrase permet de sécuriser ce gestionnaire de mot de passe, et ce gestionnaire de mot de passe vous permet de vous générer des mots de passe complexes que vous-même, vous n'êtes même pas en capacité de retenir. Ce qui vous permet donc d'avoir un mot de passe unique pour chaque solution, chaque usage, mais vous en retenez qu'un seul et très difficile. Et comme le montre cette infographie qui permet d'illustrer le nombre de caractères et la présence soit de minuscules, majuscules, alpha et un symbole, le temps nécessaire à un ordinateur pour casser ce mot de passe, le déchiffrer, le déterminer. Alors, je ne connais pas la date de l'infographie, mais si je reprends entre guillemets ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est un cofondateur des puces Intel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les processeurs de vos PC, qui disait tous les ans les processeurs en fait doublent en capacité de calcul. Donc là, c'est peut-être valeur vraie en 2023, mais en 2024, si je prends le cas du mot de passe à 12 caractères avec l'ensemble des majuscules, il faut 226 années. Mais peut-être qu'en 2024, il en faudra plus que 100 ans. Et en 2025, il en faudra 50. D'où l'intérêt, entre guillemets, de passer par des coffres-forts de mots de passe, des gestionnaires qui vous permettent de créer des mots de passe hyper compliqués avec plein de caractères qui seraient impossibles à retenir, mais vous en retenez qu'un seul avec un gestionnaire de mots de passe, une sorte de passe-phrase, et vous levez cette lourdeur mentale de mémorisation de tous ces mots de passe.
Ensuite, on a le cas de la sécurisation des accès Wi-Fi. Tout à l'heure, on disait un Wi-Fi public, ou même que vous donnez un Wi-Fi public dans vos cabinets. Moi, ça, je ne préconise pas du tout. Pourquoi? D'un point de vue légal, si je me connecte sur le Wi-Fi privé de votre, enfin public de votre MSP, par exemple, je tente une attaque sur un établissement X ou Y, la trace d'origine de cette attaque, c'est votre box Internet. Vous êtes responsable. Moi, ils ne peuvent pas me trouver. C'est un appareil lambda ou un PC ou un téléphone. Ils ne savent pas. Ils ne me connaissent pas. Par contre, ce qu'ils connaissent, c'est l'origine de l'attaque. Votre fournisseur d'accès Internet, la box, le lieu précis. Donc, moi, mon avis, c'est vous avez un accès Wi-Fi qui vous est personnellement destiné dans votre usage professionnel, sécurisé, je veux donner avec le type clé web, c'est la sécurité la plus préconisée aujourd'hui. Par défaut, toutes les box, normalement, aujourd'hui, quand elles sont livrées chez vous, elles sont paramétrées sous ce format-là. Ne cherchez pas à modifier les mots de passe Wi-Fi de vos box en mettant doudou, loulou ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, non. Laissez les clés compliquées. Elles sont très difficiles à hacker, théoriquement. Et donc aussi également, on limite les accès aux comptes et aux documents. Si demain vous faites du partage de documents entre professionnels au travers de plateformes X ou Y, il est important de sécuriser ces accès par des mots de passe ou ne pas divulguer ou ne pas faire des dépôts libres, accessibles par tout le monde. Ça peut arriver également. Et autre chose, on n'y pense pas souvent, mais les accès, on parle d'accès informatique, mais on parle d'accès physique. On ne laisse pas son bureau ouvert, de fenêtres ouvertes lorsqu'on part déjeuner avec tout le matériel sur le bureau. Les papiers que l'on jette dans les corbeilles à papier, idéalement, il faut les détruire. Je sais, on devient paranoïaque, mais il faut vraiment tout sécuriser. Et voilà, faire attention aux papiers jetés et aux dossiers patients non numérisés. Merci beaucoup Cédric. Docteur Foulon, est-ce que vous souhaitez... Elle se bloque au bout de quelques minutes. Excusez-moi, Stéphane, j'ai pas entendu. Ça veut dire aussi, Cédric, que sa session de connexion à l'ordinateur, elle se bloque au bout de quelques minutes. Oui, alors ça, j'ai vu ça récemment dans une étude où en fait une bonne partie des médecins n'ont pas de mot de passe de session sur leur PC. C'est-à-dire qu'on ouvre le PC, ça s'allume tout seul. Bah non, c'est un peu comme au téléphone, vous avez un code PIN ou c'est comme votre porte de maison, vous avez une clé. Quand vous partez de chez vous, vous fermez la porte à clé. Bon, bah faites la même chose avec votre ordinateur. La clé, c'est votre mot de passe. Pareil, compliqué le mot de passe. Pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou AZERTY, etc. On verrouille, on gère ses accès. Merci beaucoup Alix. Est-ce que tu souhaites intervenir vis-à-vis des questions posées? Oui. Alors, on nous demande le nom d'un gestionnaire de mots de passe. Le plus connu est celui qui est préconisé par l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, c'est KeePass. Alors ça s'écrit K2EPA2S. Je vais le taper dans le... Et pour répondre à la question du docteur Fosdiraya, bah oui, si la personne trouve votre mot de passe unique, elle a accès à vos mots de passe, pardon. D'où l'intérêt de trouver un mot de passe très compliqué. En fait, vous en prenez qu'un seul, hyper compliqué, très très compliqué, un long, enfin une passe-phrase. J'ai une bêtise, hier j'ai mangé des pommes, et vous remplacez les A par des arrobases, les E par des 3. C'est des techniques en fait en informatique où on remplace des lettres par des chiffres qui ressemblent beaucoup. Alors, bien sûr, demain, je ne choisissez pas j'ai mangé des pommes, mais une passe-phrase qui vous est personnelle. Pas non plus le nom de vos prénoms de vos enfants ou vos dates de naissance, mais quelque chose de plus particulier, un moment de votre vie, un fait de vie, quelque chose que vous aimez. Mais voilà, il faut mixer pas mal de choses qui vous est propre pour créer un mot de passe, mais indéchiffrable pour le commun des mortels. Alors, je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, mais à quoi sert le keylogger du logiciel métier? Alors, attends. J'ai pas vu les questions. Alors, le keylogger, c'est précisément, si on peut avoir plus d'informations. Parce que parfois, l'usage utilisé d'un terme peut être tout autre selon moi.
Après, on pose également la question de l'efficacité de Face ID ou de l'empreinte digitale. Bah, il s'est amusé parfois de prendre une photo de quelqu'un et le mettre devant son téléphone et de déverrouiller le téléphone. Donc l'intérêt du Face ID est un peu compliqué. Et après, l'empreinte digitale, pourquoi pas? Alors après, je vais raconter un peu ma vie. Moi, j'ai un accident domestique où il me manque une phalange sur un de mes doigts. J'avais mon téléphone verrouillé par mon empreinte. Quand vous vous coupez le doigt, votre empreinte, elle n'est plus là. Oui, la biométrie est intéressante, mais il y a ses limites. Il y a ses limites. Un bon mot de passe. Ça, là. Ça se cadre dans la tête. Pas de photos, les empreintes, on peut éviter. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de téléphones qui utilisent ça. Moi, personnellement, j'en ai aussi sur mon téléphone. Je l'utilise même plus, voyez-vous. Mais parce que j'ai un cas personnel. Mais voilà, je trouve les limites à ces outils-là. Pour moi, c'est de la facilité. En effet, je mets mon doigt, ça déverrouille. Ouais, mais c'est trop limitant, en fait. Et en cas d'AVC, tu fais quoi? C'est une très bonne question. On va prendre peut-être une dernière question et après on poursuivra sur la quatrième partie. On a eu la précision donc, sur le keylogger. Donc quand je lance Clean My Mac, il détecte un keylogger que l'on ne peut pas supprimer. D'accord. Ça, c'est problématique. Donc je vois, ok, le keylogger, c'est que globalement, en fait, il est en train d'écouter tout ce que vous tapez sur votre clavier. Ça, c'est méchant. Et globalement, en fait, c'est un outil qui permet en fait de détecter, qui trace tout ce que vous tapez. Donc, dans le keylogger, si vous tapez votre mot de passe, il se retrouve stocké dans le keylogger. C'est un logiciel espion. Pour moi, c'est un logiciel malveillant. Alors, Clean My Mac, je connais parce que j'ai déjà eu un Mac entre les mains, mais cette solution Clean My Mac est à jour. Vous avez la dernière version. Après, se poser la question peut-être parfois de faire un reset d'usine de vos outils, enfin de votre Mac. Parce que là, en fait, s'il est installé et vous n'arrivez pas à le supprimer, je ne vois pas d'autre tentative que de faire un retour usine de votre matériel. Très important de faire des sauvegardes avant. Mais c'est douteux ce keylogger. Moi, je commencerai à m'inquiéter. Bon, merci beaucoup Cédric. Du coup, on va poursuivre sur la sauvegarde. Alors, la sauvegarde, on peut appliquer le principe de sauvegarde 3-2-1. C'est-à-dire que pour assurer la continuité de votre activité, on recommande de disposer de 3 copies de vos données sur 2 supports différents, dont une copie hors site. Donc, plus clairement, disposer de 3 copies de données, ça signifie avoir au moins 2 sauvegardes, en plus des données principales qui sont en production, c'est-à-dire qui sont dans le logiciel ou sur votre machine. On recommande que ces 2 jeux de données soient sauvegardés sur 2 supports différents. Donc, lorsqu'on parle de support, ça peut être un disque dur externe, un serveur de stockage, une carte SD, le cloud. Et enfin, on recommande qu'une copie soit stockée dans un site géographique différent. Effectivement, si une partie de vos données sont stockées dans votre ordinateur et puis l'autre sur une carte SD et que tout est dans votre maison et que vous vous faites cambrioler, voilà, vous avez quand même perdu toutes vos données. Et dans l'idéal aussi, une copie isolée du réseau. Même chose, si vous stockez vos données en ligne et puis que vous vous faites hacker, vous ne pourrez pas forcément faire de restauration. Enfin, en matière de sauvegarde aussi, on s'assure que les données sous format papier sont aussi stockées de façon sûre, comme on a dit, dans un endroit sous clé. Voilà pour moi. Docteur Foulon, est-ce que vous souhaitez intervenir par rapport aux sauvegardes 3-2-1? Oui, voilà, après, nous, c'est ce que l'on fait à la maison de santé. Je pense que les éditeurs de logiciels, ils le préconisent régulièrement et heureusement qu'il est important d'avoir pas une, mais plusieurs sauvegardes. Et comme l'a dit Claire clairement, faut que ce soit à différents endroits et ça paraît même être du bon sens. Si je fais une sauvegarde sur un disque dur externe au cul de l'ordinateur et une clé USB à l'avant de l'ordinateur, ça sert à rien. Ça sert si j'ai une panne informatique, mais en tous les cas, si j'ai un cambriolage ou un problème de ce type, ça sert à rien. Donc, une sauvegarde sur site, on l'entend, c'est la facilité, mais il faut qu'il y ait une sauvegarde en dehors du site de production. Alors, sur cloud, pourquoi pas, c'est pratique, mais par contre, il faut que ce soit un cloud chiffré.
Merci docteur. Du coup, Alix, on prend quelques questions pour ensuite résumer cette partie. Justement, donc il y avait la question quid de iCloud, pCloud ou autre. C'est une alternative qui permet de sauvegarder en effet de manière hors site ces données, mais si demain je vous pirate votre compte iCloud, j'ai accès aussi à votre sauvegarde. Le principe aussi, c'est de chiffrer sa sauvegarde. Tout à l'heure, il y avait une question, c'est comment on fait pour chiffrer une sauvegarde. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de zipper, de compresser des fichiers, mais quand on fait une compression de fichiers, on peut parfois mettre un mot de passe, encore un mot de passe, voyez-vous. On en a tellement des mots de passe. Ben, c'est une manière, entre guillemets, de chiffrer. Maintenant, après iCloud, pCloud ou autre, il y a deux sons de cloche. Il y a celui qui dit, en fait, on fait encore confiance aux outils de type GAFAM. Alors, je ne sais pas si je dis un gros mot quand je dis ça, mais c'est du Google, Amazon, Facebook, j'ai oublié l'autre, Apple et Microsoft. On revient toujours à confier nos données en fait à des géants américains. Peut-être se poser la question de trouver des solutions de stockage françaises. Des noms. Faudra chercher. Après, il en existe, mais après, il faut payer. La question, c'est est-ce qu'on est la langue de bois, on peut donner des noms s'il faut le faire. Mais voilà, je sais que nous, par exemple, pour le transfert de données pour le sanitaire, on travaille avec des opérateurs comme Loofy, c'est un opérateur français. Vous avez d'autres éditeurs qui permettent de vous mettre à disposition du stockage en ligne français. Après, là, je parlais des Américains, mais parce qu'on fait beaucoup confiance à tout ce qui est Apple ou Google, par exemple. Et dans les suites Google, par exemple, vous avez un compte Google, vous avez un accès au Google Drive. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent, là, ceux qui sont connectés, mais vous avez un éditeur de solutions quasiment identique qui est suisse, donc qui est européen, qui vous propose en fait les mêmes outils avec du stockage et du chiffrement, qui s'appelle Proton, P-R-O-T-O-N. C'est une manière de s'approprier une solution de messagerie européenne hébergée en Europe et qui n'a pas, entre guillemets, les Américains sur lesquels n'ont pas la main. C'est une alternative. Il vous propose même un gestionnaire de mot de passe. Gratuit. Alix, une dernière question. Doit-on sauvegarder nos données avec un logiciel métier en ligne? Selon moi, non, vu que c'est eux qui s'en chargent en fait. Et je pense même pas qu'ils vous donnent la capacité de faire une extraction de vos données. Le seul moment où ils vous donnent la possibilité d'extraire ces données, c'est lorsque vous quittez l'éditeur. C'est-à-dire que globalement, vous quittez l'éditeur, il vous fait une copie de vos données que vous aviez colligées pendant toute l'année de travail avec eux, pour que vous puissiez peut-être les réimporter dans une autre solution. Mais en temps normal, justement, l'intérêt des solutions SaaS, c'est que vous souciez un peu moins de la sécurité de ces sauvegardes. Ils sont censés, eux, vous afficher un taux de disponibilité de votre solution et donc de vos données. Et d'avoir ces données répliquées sur plusieurs serveurs un peu partout en France. Dernière question. Est-ce qu'il existe une clé USB avec mot de passe? En fait, vous prenez une clé USB standard et vous appliquez ce qu'on appelle un BitLocker. C'est une fonction. Alors, sur les postes Windows, théoriquement, c'est une fonction native. Vous êtes en mesure de protéger votre clé par un mot de passe. Par contre, si vous formatez la clé derrière, vous perdez les données, mais elle est plus protégée parce que la sécurité avec le mot de passe, c'est porté dans la clé. Mais oui, ça existe. Après, oui, elles sont forcément des petites solutions sur Internet qui vous proposent ça. Je ne les ai pas en tête, mais je sais que Microsoft propose faire ça avec ce qu'on appelle le BitLocker, qui est le principe, entre guillemets, de verrouiller, de chiffrer, entre guillemets, les données de son disque. Sur son PC, par exemple, si on active le BitLocker, donc PC Windows, au démarrage, en fait, vos données sont chiffrées. Merci Claire pour le lien pour Proton. Et voilà, je ne cherche pas à placer un produit, j'ai pas de part chez eux, mais c'est une solution suisse, hébergée en Suisse, où ils proposent un peu de cybersécurité. Et on sait ce que valent les Suisses avec leur coffre-fort. Merci beaucoup. Du coup, Manon, en résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette partie? Donc, afin d'éviter une cyberattaque, vous pouvez respecter les bonnes pratiques suivantes. Dans un premier temps, vous devez vous assurer d'avoir bien effectué les mises à jour de vos ordinateurs ainsi que de vos logiciels et installer un antivirus ainsi qu'un pare-feu. Il est également important de bien dissocier vos usages dans le cadre professionnel
de ceux dans le cadre personnel, que ce soit pour les adresses mail, mais également au niveau du matériel utilisé. Vérifiez aussi les identités des expéditeurs et n'ouvrez pas systématiquement les pièces jointes. Afin de sécuriser vos différents espaces, on a vu qu'il est très important de choisir des mots de passe complexes. Et enfin, effectuer des sauvegardes dites 3-2-1. Merci Manon. Donc malgré toutes ces précautions qu'on a pu vous présenter, vous êtes victime d'une attaque. Quels sont les bons réflexes ? Alors, de façon générale, si un incident de sécurité informatique est constaté ou alors suspecté sur un de vos équipements, alors ce qu'il faut faire d'abord, c'est de déconnecter du réseau la machine sur laquelle l'incident est suspecté, c'est-à-dire en fait qu'on va déconnecter le câble réseau ou que l'on désactive le Wi-Fi. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que s'il y a intrusion, en fait, l'attaquant est connecté à distance et alors il perd son accès à la machine. Si la machine qui a été infectée, elle fait partie d'un réseau, le fait de se couper du réseau va empêcher l'incident de se propager à d'autres machines qui sont elles aussi reliées au réseau. Pour autant, même si on déconnecte la machine du réseau, on laisse l'ordinateur allumé, on ne l'arrête pas, on ne le redémarre pas, puisque le but ici, ça sera de conserver toutes les informations utiles liées au piratage. De façon plus ciblée, donc si on est victime d'un phishing et que l'on a renseigné des informations confidentielles, là, il va falloir bloquer les processus en faisant opposition à sa carte bleue, par exemple, ou alors en changeant ses mots de passe. Si, par contre, on est victime d'un rançongiciel, alors là, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, on ne paye pas la rançon. Ce type d'attaque, justement, perdure par le paiement de certaines de ces rançons. Et puis, comme on le disait aussi, rien ne garantit la restitution ou la non-compromission de vos données une fois la rançon versée. Donc après c'est les bons réflexes, en fait, on a la chaîne d'alerte. Et alors là, en fait, ce qu'il faut faire en cas d'incident de façon générale, si vous bénéficiez d'un accompagnement informatique, donc il est conseillé tout d'abord de prévenir l'équipe informatique ou le fournisseur de services informatiques. Et là, en fait, il faut leur demander de l'assistance pour établir un diagnostic, de savoir bon, qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur ma machine. Et par contre, si vous ne bénéficiez pas de cet accompagnement informatique, là, il est recommandé justement d'aller chercher de l'aide, de faire appel à un professionnel. Et du coup, vous pouvez vous rendre sur un site officiel qui s'intitule cybermalveillance.gouv.fr. Et là, en fait, vous allez pouvoir décrire l'incident de sécurité. Donc, en fait, il y a un questionnaire. C'est un outil de diagnostic. Et puis, à l'issue de ce questionnaire, il y a des mises en relation avec des professionnels qualifiés et qui sont proches aussi de votre lieu d'activité, qui vont vous être proposés pour mise en relation. Bien évidemment, les services qui sont proposés avec ces professionnels, ce sont des services payants. De façon plus précise, donc si l'incident est la conséquence d'une malveillance, alors là, il faudra déclarer l'incident auprès des services de police ou de gendarmerie. Donc le prochain interlocuteur, Monsieur Géry, vous détaillera cette information. Il est recommandé aussi d'informer l'ARS en cas de cyberattaque. Il y a une adresse mail dédiée. Et parce qu'en cas d'attaque en fait qui dépasse la cible des médecins, ils pourront notamment relayer plus largement l'information. Et puis il y a encore des cas spécifiques puisque si l'attaque elle engendre une fuite de données à caractère personnel, dans ce cas-là en fait il faut faire une notification auprès de la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté. Et cette notification, dans l'idéal, elle doit être réalisée dans les 72 heures. Et puis aussi, dans un second temps, les personnes qui auront été concernées par cette fuite de données, elles devront être informées. Et puis aussi, renseignez-vous, parce que si jamais vous avez une assurance cyber, il est possible que soit précisé au contrat un délai au cours duquel ils doivent être prévenus. Également dans la chaîne d'alerte, on a l'URPS et la CEPAM qui se proposent également d'être des relais d'information en cas de phishing par exemple. Donc vous pouvez leur remonter voilà, une tentative de phishing et une communication sera réalisée auprès de vos confrères et de leurs membres. Et donc il y a deux adresses mail qui sont dédiées, alerte@urpsml-hautefrance.fr-hdf.fr pardon, ou abuse@assurance-maladie.fr.
Merci beaucoup Claire. Alix, est-ce que nous avons des questions sur cette partie? Alors oui, on nous demande du coup ce qu'on entend par déconnecter le réseau. Est-ce que c'est débrancher le câble Ethernet? Oui, c'est la réponse. Désolé. Oui, en fait. Déconnecter le Wi-Fi. Oui, on désactive le Wi-Fi aussi, parce que s'il n'y a pas de câble, là, c'est un peu compliqué. Mais non, oui, voilà, ça, on déconnecte, on débranche le réseau, entre guillemets, c'est on coupe le Wi-Fi ou on tire le câble Ethernet. Le pourquoi, précisément, c'est qu'en fait, quand un pirate rentre dans votre PC, en fait, il laisse des traces qu'on appelle dans des logs des journaux. Si vous éteignez le PC, certains journaux d'utilisation de votre ordinateur s'effacent en fait quand vous éteignez le PC. Donc, entre guillemets, ce sont des preuves en moins que les services de police ou vos prestataires n'auront pas accès pour pouvoir définir comment ils ont fait pour entrer dans votre PC ou autre en fait. Alix, on a une autre question avant de passer la parole à Monsieur Géry? Non, c'est bon. Parfait, donc Monsieur Géry, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il faut déposer plainte en cas d'attaque? Alors bonsoir messieurs, dames. Donc si malgré les précautions et les bonnes pratiques qui vous ont été données, vous êtes fait pirater votre compte, votre ordinateur, pardon, il faudra se présenter chez nous pour déposer plainte, tout simplement pour vous faire reconnaître en tant que victime. Alors au niveau assurance, au niveau des personnels de santé que vous représentez. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a 3 façons de vous présenter chez nous. Soit vous venez au poste de police, soit il y a la possibilité de le faire en ligne sur servicepublic.fr, ou bien sinon vous pouvez carrément envoyer un courrier à Monsieur le procureur de la République au palais de justice d'Amiens. Faut savoir que si vous vous présentez chez nous, si vous envoyez un courrier, nous on va vous réclamer l'entête du mail en cause, l'entête complet. Alors ce qui vous est présenté à l'écran, normalement selon le logiciel de messagerie, il suffit d'aller dans l'affichage du mail et la possibilité de sélectionner en-tête complet. Ça nous permettra de faire des réquisitions nécessaires auprès des fournisseurs d'accès Internet pour pouvoir demander des fonctions particulières, des accès particuliers, d'où vient le mail que vous avez reçu, par exemple. Moi, je voudrais signaler, c'est avant de venir déposer plainte, pensez, s'il y a eu un problème au niveau bancaire, pensez à aviser votre banque. Si ça s'est passé par votre téléphone portable, pensez à aviser votre fournisseur d'accès téléphonique. Et changer de mot de passe de messagerie aussi, je pense que c'est vachement important. Après, oui, vous pourrez venir déposer plainte, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que chez nous, il n'y a pas d'enquêteur cybercrime. Donc, vous allez être reçu par un policier lambda qui prendra votre plainte. D'où l'importance de l'entête complet de mail, parce que c'est ce qui partira en premier auprès du service enquêteur et qui pourra requérir le cyber-enquêteur qu'il faut bien. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il faut savoir que la majorité des infractions en matière de cyber-malveillance sont des délits. Donc, avec Madame Cuissette, on avait parlé de délai. Il n'y a pas vraiment de délai, mais il faut le faire le plus vite possible pour pouvoir identifier un éventuel auteur. Je sais que c'est pas évident, hein, mais plus tôt c'est fait, mieux c'est. Merci beaucoup, Monsieur Géry. Alix, est-ce que nous avons des questions? Non, donc du coup, Manon. Alors, à l'instant, oui. Stéphanie, comment récupérer l'entête complète du mail? Alors, je crois, sauf erreur de ma part, ça dépend. Déjà, ça dépend du logiciel. Je ne sais pas quel logiciel vous utilisez
au niveau professionnel, si c'est un logiciel de messagerie particulier. Mais généralement, c'est dans l'affichage du mail, hein, dans fichier, édition, etc. Il suffit de sélectionner. Normalement, c'est l'entête partielle, c'est-à-dire de l'expéditeur vers le destinataire. Et quand on sélectionne en-tête complet, vous allez voir, il y a tout ce pataquès qu'on voit à l'écran actuellement. Merci beaucoup. Du coup, on va résumer cette partie. Manon, que faut-il retenir? Donc, que dois-je faire en cas d'attaque? Donc, en cas d'incident, d'abord, n'éteignez pas votre ordinateur pour éviter de perdre les traces informatiques. En revanche, vous devez déconnecter vos appareils du réseau Wi-Fi ou en débranchant le câble de connexion au réseau afin d'éviter une propagation de l'incident à d'autres appareils. En cas de vol avéré d'informations ou de données, vous devez aller porter plainte à la police ou à la gendarmerie et vous devez également déclarer l'incident auprès de la CNIL. Alors, merci beaucoup Manon. Je vais ajouter oui, quelque chose. Docteur Foulon. On est quand même médecin et je pense que peut-être envoyer une copie de la plainte à l'ordre, ce n'est pas une action anodine parce qu'il s'agit quand même de données de santé et souvent de données de nos patients. Alors moi je voudrais rajouter, pour l'instant, on n'a pas de. Si un médecin se présente chez nous, on n'a pas d'instruction particulière, on n'a pas d'instruction spécifique. Et justement, il serait peut-être bon que, je pense que c'est en cours entre guillemets, il serait peut-être bon d'avoir une convention entre la police, la gendarmerie et les médecins, de façon à avoir des instructions un peu plus poussées. Je dis ça, c'est parce que je fais une analogie, par exemple, à un vol d'ordonnancier. Hein, quand il y a un ordonnancier qui peut malheureusement être volé, c'est déjà arrivé par le passé, il peut y avoir un mésusage de cet ordonnancier. Donc, déposer plainte est une évidence auprès des autorités compétentes. En informer l'ordre, c'est en général recommandé. Et dans nos systèmes informatiques, il y a la possibilité aussi de faire beaucoup de choses, des prescriptions, des certificats médicaux, des choses comme ça. Donc, déposer plainte, c'est l'évidence. Je pense qu'on informer notre ordre, ça permet de regrouper s'il y a des choses qui circulent après. Merci beaucoup. Du coup, Michael, est-ce que tu peux nous présenter les ressources disponibles? Je pense que le terme que tu as employé de résumé, c'était le bon, hein, puisque finalement, là, ça récapitule un petit peu différents éléments de nos échanges. Donc là, vous avez des ressources, des renvois vers des ressources sur l'Agence du numérique en santé. Alors, je rassure, le support, il sera bien diffusé dans les suites, histoire que tout le monde puisse accéder aux liens qu'il y a dedans. Je voyais qu'il y avait une question qui portait justement sur la communication du support. Donc, Agence du numérique en santé, vous retrouverez un petit mémento de sécurité où vous aurez dedans finalement les grands principes en matière de sécurité, en mesure d'hygiène. En fait, ce qui vous a été exposé là, qui sera redétaillé, je crois, en 25 pages. Et vous avez la fiche réflexe en cas d'incident de sécurité informatique, qui est une annexe à ce mémento et qui récapitule justement qu'est-ce qu'on doit faire lorsque, malgré les mesures prises, on est victime de ce type d'incident. Donc, c'est quoi les bons réflexes ensuite? Vous avez aussi un petit guide d'hygiène qui vous sera partagé, qui a été élaboré par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est un guide pareil, hein, qui va reprendre dans une dizaine de rubriques avec des petites fiches pratiques sur 42 gestes d'hygiène qui sont à faire au quotidien sur les outils informatiques. Après, vous avez le diagnostic qui était précédemment évoqué par Claire, hein, concernant justement un diagnostic en ligne, ce qui permet de qualifier en quelque sorte l'incident dont vous avez été victime et de vous proposer des renvois vers des prestataires. Donc, ça va être des prestataires qui vont facturer leurs prestations, mais pour vous procurer une assistance technique en quelque sorte. Et enfin, on vous récapitule aussi les adresses ou les liens pour faire la déclaration, c'est-à-dire activer la chaîne de traitement derrière, la chaîne de signalement et de traitement. Donc, on a le CERT Santé, on a la CNIL pour se manifester, et vous avez aussi les adresses URPS, adresse assurance maladie et aussi l'adresse ARS qu'on n'avait pas évoqué jusqu'à présent concernant lorsque vous êtes l'objet d'une attaque, donc un signalement au travers de tous ces renvois. Merci beaucoup, Michael. Docteur Foulon, que pouvons-nous dire de ce webinaire?
Qu'en conclusion, les cyberattaques peuvent avoir un important impact sur notre quotidien, d'où l'importance d'y prendre attention et de s'en préserver. On va enfoncer le clou, comme on a dit, et rappeler les choses qui sont importantes. Il est important de veiller à bien dissocier les usages privés des outils informatiques et de communication que l'on peut avoir entre ce qui est pro et perso. Déjà, c'est une bonne chose. On l'a vu avoir des outils de cryptage de mots de passe complexes, et on nous a donné des petites astuces avec la possibilité de phrases codées avec des arrobases ou des chiffres, mais aussi d'utiliser des outils de mots de passe complexes. Pour ne pas perdre ces données, de faire la sauvegarde 3-2-1, je pense qu'on l'a bien expliqué, à savoir une sauvegarde avec des outils différents sur site et hors site. Et les bons réflexes en cas d'attaque, on n'éteint pas son appareil, on essaye de rechercher l'origine du mail, et j'ai essayé de le faire en direct. Alors après, les termes peuvent être différents, mais je ne connaissais pas ça et j'ai réussi à le faire en 2 temps, 3 mouvements. On ouvre le mail, on va dans les options et on peut effectivement avoir tout le codage et l'origine du mail. Et je pense que sur tous les logiciels, c'est peut-être différent, mais c'est pas si difficile que ça. On déconnecte son ordinateur à Internet, que ce soit avec le Wi-Fi ou avec le câble de connexion, et on porte plainte et on déclare l'incident. Merci beaucoup, docteur. Alix, est-ce qu'on a quelques questions au niveau du chat? Alors, on voit là Cédric, du coup, qui est en train de vous donner des solutions pour votre cloud. On avait une question par rapport à WhatsApp, à l'usage de WhatsApp, on va savoir si, du coup, c'était sécurisé. J'ai fait une réponse dans le chat, mais le WhatsApp est très répandu. On est encore dans les outils américains. Ils ont cette force de frappe qui n'est pas la nôtre, c'est sûr et certain. Mais il y a des acteurs en France qui répondent aussi à ces besoins, sauf qu'ils ne sont pas mis en lumière. Et je dis pas de WhatsApp, je préconise Olvid, qui est une solution française qui permet de faire la même chose. Et elle est certifiée par l'ANSSI. Donc, entre guillemets, c'est que vous avez le tampon de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sur cette solution. Elle est gratuite et vous avez un usage payant quand vous voulez aller encore plus loin dans les usages. On a également une question sur ce que prévoit le code pénal pour les hackers. Alors, le code pénal ne définit pas le hacker, mais il définit les infractions qui sont susceptibles de faire, c'est-à-dire l'escroquerie, la collecte de données par un moyen frauduleux, l'accès à un système, l'accès frauduleux à un système, la contrefaçon, l'usage frauduleux d'un système, d'un moyen de paiement, l'usurpation d'identité. Ça, c'est défini dans le code pénal. Mais le hacker proprement dit n'est pas défini par le code pénal. On nous demandait également si TeamViewer était risqué. En tant que tel, non. En fait, c'est une solution de prise en main à distance qui peut être utilisée par vos prestataires, par exemple. Et normalement, quand ils prennent la main à distance, ils vous demandent un code que vous avez à votre disposition. C'est pas un code au hasard, il est généré par la solution. Non, ça reste un outil télémaintenance assez réputé. J'ai pas à ma connaissance de failles énormes sur cet outil. C'est un outil préconisé parmi tant d'autres. Donc non, moi personnellement, il m'alerte pas celui-là. Et la réponse, en effet, donc pour la solution française de WhatsApp, Olvid. Je vais vous mettre l'URL. Voilà, c'est bon pour les questions. Merci beaucoup.
Parfait, merci beaucoup Alix. De toute façon, toutes ces questions seront reprises dans une foire aux questions qui, sera disponible sur nos sites internet respectifs, hein. Donc ça, vous pourrez y avoir accès aussi à notre support de présentation. Et pour donc conclure ce webinaire sur la cybersécurité, nous aimerions du coup connaître vos besoins. Donc là, pareil, on revient sur un petit sondage pour savoir ce sur quoi vous aimeriez qu'on continue notre sensibilisation à la cybersécurité. Donc, on aimerait savoir si vous souhaitez que l'on travaille sur des jeux interactifs de sensibilisation qui s'appellent Serious Game, savoir si vous aimeriez plutôt des réunions de sensibilisation sur vos territoires, du jeu en présentiel de sensibilisation, donc des escape games, des fiches pratiques, de nouveau qu'on vous adresse durant l'année 2024 un exercice de phishing ou tout autre besoin, et auquel cas je vous invite à pouvoir nous le décrire au travers du chat. Donc je vous laisse répondre aux suites du webinaire. Donc pendant que vous êtes en train de répondre à ces questions, n'hésitez pas, si vous souhaitez dans le cadre de la e-santé, que nous abordions d'autres thématiques. Donc là, ce soir, c'était les enjeux de la cybersécurité. N'hésitez pas aussi à nous l'indiquer au travers du chat afin qu'on puisse du coup organiser courant les prochaines semaines, prochains mois, un webinaire sur ces thématiques en lien avec la e-santé. Donc je vous laisse du coup poursuivre la réponse à notre dernier quiz. Et sinon, nous allons conclure ce webinaire. Docteur Foulon. Bah oui, il me reste à remercier les participants, à remercier les personnes qui participeront de façon rétrovisuelle avec le lien que vous recevrez, et évidemment et surtout à remercier les personnes qui ont organisé avec nous et qui ont préparé pendant plusieurs réunions et qui se sont rendus disponibles ce soir pour vous servir. Et donc, Madame Dubreuil pour l'assurance maladie, Monsieur Ruzet pour l'assurance maladie, Monsieur Pierre-Olivier Tyran pour l'ARS, Monsieur Emmanuel Soyer pour le CERT Santé ANS. Pour le grade et le numérique, nous avons Cédric Boucher, Claire Grenier, Alix Michaud, qui, vous l'avez vu, nous ont apporté toutes leurs sciences techniques ce soir. On remercie évidemment notre brigadier Géry de nous avoir aussi informé sur les démarches à donner si malheureusement ça devait, et on le souhaite à personne, nous arriver. Et encore une fois, je ne peux que remercier tout le back-off et tout le travail qui a été effectué par Manon Bernier et Stéphanie Cuisset de l'URPS pour vous préparer ce webinaire de ce soir et les réponses qui seront apportées ultérieurement. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.